Oméga 3 pour le cœur, le vin rouge pour les artères, les fibres pour la digestion. On entend ça partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir d'où ça venait? Pas juste l'étude du moment, non, mais l'idée même, cette idée qu'on doit gérer notre santé avec des bons et des mauvais aliments. Aujourd'hui, la question, c'est pas tant ce qu'est une saine alimentation, mais plutôt comment cette idée, cette pression, elle s'est construite dans nos têtes. C'est exactement ça. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur un essai qui est vraiment fascinant. C'est celui du linguiste et sociologue Pierre Frazet. Saine alimentation, promesses et illusions. Et ce qu'il fait, c'est qu'il déconstruit complètement cette notion. Il montre que c'est bien plus qu'une question de nutrition. C'est une histoire sociale, économique et même morale. D'accord. Notre mission, donc, c'est de décortiquer comment la science, la santé publique, l'industrie aussi, ont façonné sur un siècle une norme qui, au final, nous met une responsabilité immense sur les épaules. On va essayer de remonter le fil pour comprendre. Alors, commençons notre analyse. Le point de départ de l'essai, c'est une idée qui nous paraît complètement évidente aujourd'hui, celle du choix éclairé. On nous répète sans cesse que c'est à nous de choisir les bons aliments, qu'on est les seuls maîtres à bord. Mais le texte de Fraser, il suggère que c'est une sorte de piège. C'est le cœur du problème. C'est que cette notion fait de l'individu, je cite, l'architecte de sa vie. Donc si on a un problème de santé, c'est de notre faute. Sauf que ça ignore complètement ce que l'auteur appelle une infrastructure favorisant la prise de poids, c'est-à-dire tous les facteurs économiques, sociaux, industriels qui nous poussent vers certains aliments. Quand on parle de cette infrastructure, on parle de quoi concrètement? La pub pour la malbouffe partout, le prix des aliments frais par rapport aux produits transformés? C'est exactement ça. Et on peut ajouter l'urbanisme qui favorise la voiture, les emplois de plus en plus sédentaires. C'est un ensemble de choses qui fait que la responsabilité est mise sur l'individu, alors que les causes, elles, sont collectives. On nous demande de nager à contre-courant, en fait. Et au milieu de tout ça, cette idée de saine alimentation devient une sorte de concept que tout le monde partage. Une représentation collective. Pour nous aider à analyser ça, l'auteur propose une grille de lecture que j'ai trouvée très utile, basée sur 3 types d'affirmations. Oui, il fait une distinction qui est cruciale. Premièrement, il y a ce qu'il appelle l'affirmation santé. Ça, c'est du solide. C'est un lien qui est prouvé scientifiquement, qui fait consensus. Par exemple, la vitamine C prévient le scorbut. C'est incontestable. D'accord, ça c'est la base scientifique pure. Et après? Après, et c'est là que ça se complique, il y a la prétention santé. Et ça, c'est une extrapolation. On prend un résultat scientifique, souvent très spécifique, et on le généralise à outrance. Le lien est en réalité faible, il est sorti de son contexte, ou même parfois contredit par des études plus larges. C'est le royaume du marketing, quoi. Et le troisième critère, c'est quoi? Le troisième, c'est la fonction santé. C'est simplement l'explication du mécanisme d'action, comment c'est censé marcher. Par exemple, dire que les antioxydants combattent les radicaux libres. Ça sonne très scientifique, ça explique le comment, et ça donne de la crédibilité à l'ensemble. Et c'est cette catégorie de la prétention santé qui est la plus intéressante, parce que c'est elle qu'on croise tous les jours. L'essai donne des exemples assez frappants. Ah oui, absolument. Prenons le cas du vin rouge. On entend partout que c'est bon pour le cœur, que ça prévient les maladies coronariennes. L'auteur rappelle que les études de départ, elles montraient bien un effet préventif, mais dans un contexte très précis. C'était chez des populations qui avaient déjà une alimentation très riche en gras saturés. Ce n'est pas un bénéfice universel, mais c'est présenté comme ça. Ça me fait penser à la folie des oméga 3 dans les années 2000. On en mettait partout, dans le lait, dans les œufs. L'essai en parle aussi, hein. C'est exactement la même logique. Il cite des méta-analyses, donc des synthèses de plein d'études, et elle conclut à un effet faible, voire nul, des suppléments d'oméga 3 sur la mortalité coronarienne. Pareil pour les fibres et le syndrome du côlon irritable, où finalement, les études ne montrent pas le bénéfice attendu. Le point clé, et c'est ça qui est dingue, c'est que même une fois invalidées, ou en tout cas très nuancées, ces prétentions survivent des années dans le discours public. Attendez, pour les oméga 3, des méta-analyses concluent un effet faible ou nul. C'est incroyable, parce que cette idée, elle est encore extrêmement répandue. Comment une idée comme ça peut survivre avec une telle force? C'est toute la question. Une fois qu'une idée est ancrée, elle a une inertie énorme. Elle est reprise par l'industrie, par les médias qui simplifient le message, et elle finit par devenir une sorte de vérité qu'on ne questionne plus. On voit bien que l'alimentation, c'est autant une affaire de croyance que de science. Alors justement, comment on en est arrivé là? L'essai de Fraser est passionnant là-dessus. Il identifie 6 moments fondateurs au XXe siècle qui ont tout changé. Le premier nous ramène aux États-Unis, au tout début du siècle. Oui, c'est le premier moment clé. La prise de conscience de la prise de poids.
Et la figure clé, c'est un chimiste, Wilbur Olin Atwater. Il publie les premières tables calorimétriques, le premier guide alimentaire. Et là, d'un coup, la question c'est plus « est-ce que j'ai assez à manger ?», mais quel type d'aliment je dois manger. La calorie devient l'unité de mesure centrale, l'alpha et l'oméga. Et cette idée sera gravée dans le marbre pendant la Première Guerre mondiale avec un plan de rationnement basé sur 2300 calories par jour. Le règne de la calorie commence. C'est une révolution totale dans la façon de penser la nourriture. Ce n'est plus du plaisir, c'est une équation mathématique. Quel est le deuxième moment clé? Le deuxième moment, et c'est là que tout bascule sur le plan moral, on le doit au travail de deux nutritionnistes américaines, Caroline Hunt et Hazel Stiboling. C'est Stiboling qui fait un pas décisif. En faisant de la calorie, cette mesure universelle, elle introduit, volontairement ou non, la possibilité de poser des jugements moraux sur ce que les gens mangent, et par extension, sur l'apparence de leur corps. Une dimension morale. C'est fou de penser que cette idée est encore si présente. On l'entend tout le temps. J'ai été sage cette semaine ou je me suis laissé aller ce week-end. Comme si manger un gâteau était une faute morale. C'est exactement ça. Et c'est le tour de force de Stiboling. Elle a transformé une mesure scientifique, la calorie, en un outil de contrôle social. Manger trop, ça devient un signe de laisser-aller, de manque de volonté. La forme du corps devient le reflet visible de la force de caractère. Les racines de la grossophobie sont là. D'accord. Donc on a la calorie comme outil de mesure et la morale qui s'en mêle. Et j'imagine qu'après la Seconde Guerre mondiale, tout s'accélère. C'est le troisième moment clé. Les mutations sociales profondes, industrialisation de l'agriculture, urbanisation, sédentarisation des emplois, et surtout, l'arrivée de la télévision. Et l'industrie agroalimentaire s'adapte à une vitesse folle avec les plats préparés, les fameux TV dinners. L'ancêtre de nos plats livrés à domicile. C'est ça. C'est le début de la déconnexion totale entre la préparation et la consommation. On ne cuisine plus, on réchauffe et on mange devant un écran. C'est précisément ça. Et c'est la mise en place concrète de cette fameuse infrastructure de la prise de poids dont on parlait. Le contexte de vie, créé par des forces économiques et sociales, pousse activement à consommer différemment, plus et à bouger moins. Donc on a une société qui nous pousse à prendre du poids et en même temps une pression morale qui nous dit que c'est de notre faute. C'est un cocktail explosif. J'imagine que la science de l'époque n'a rien arrangé. Au contraire, elle a jeté de l'huile sur le feu. C'est le quatrième moment. La Framingham Heart Study, dans les années 50, une étude épidémiologique majeure. Et l'un des coupables désignés des maladies cardiovasculaires, c'est le cholestérol. Le mauvais cholestérol devient l'ennemi public numéro 1. Et avec lui, le gras en général. C'est le début de la fatphobia, la peur du gras. Tout à fait. La graisse est traquée. Chaque aliment devient une menace potentielle. Et le corps obèse, qui était déjà jugé moralement, devient en plus le symbole visible du danger médical. La surveillance de ce qu'on mange devient presque une obligation pour être une personne responsable. Une anxiété énorme qui est générée. Et face à cette anxiété, bien sûr, des solutions émergent. C'est exactement le cinquième moment. D'un côté, l'arrivée des guides alimentaires officiels et de l'autre, le développement de l'industrie du contrôle du poids. C'est une réponse à deux têtes. L'État vous dit comment bien manger et le marché vous vend des milliers de solutions pour y arriver. Régime, produits allégés, le problème est institutionnalisé et sa solution devient un marché colossal. Et pour boucler la boucle, le sixième moment vient presque offrir une forme de rédemption, une solution miracle dans ce monde anxiogène. C'est le sixième et dernier moment, l'arrivée de l'aliment réparateur ou préventif. C'est l'ère des super-aliments. Les oméga-3, les antioxydants, l'huile d'olive, le thé vert. Ces aliments sont présentés comme des boucliers magiques capables d'annuler les effets des mauvais aliments. C'est brillant d'un point de vue marketing. On ne vous dit plus seulement d'arrêter le mauvais, on vous dit de consommer du bon pour vous protéger. Et ça renforce encore l'idée que si une personne en surpoids, c'est qu'elle ne fait pas le bon choix. La responsabilité, de nouveau, est totalement individuelle. Si on échoue, c'est qu'on a mal choisi, pas que le système est conçu pour nous faire échouer. La boucle est bouclée. Alors, si je résume, notre assiette est devenue un champ de bataille moral. On est passé du simple besoin de se nourrir à un exercice de surveillance, de calcul, où chaque calorie est en point et chaque mauvais aliment une défaite. La conclusion de l'auteur est claire. Au final, ce qu'il nous dit, c'est que la saine alimentation, ce n'est pas tant une vérité biologique pure. C'est avant tout une idée,
une construction sociale et historique façonnée pendant plus d'un siècle par des forces scientifiques, politiques, industrielles, qui n'avaient pas toujours les mêmes intérêts. Comprendre cette histoire, ça ne donne pas de recette miracle, c'est sûr, mais ça permet de prendre un recul énorme, de réaliser que bien manger, c'est un acte autant social que biologique. Ce n'est pas juste une affaire de nutriments, c'est une affaire de culture, d'économie. Ça déculpabilise en un sens. Absolument. Ça permet de questionner les vérités qu'on nous assène. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, je trouve. Si on observe comment la calorie au début du siècle ou le cholestérol dans les années 50 sont devenus les pivots de notre rapport à la nourriture, on peut se demander quel sera le prochain grand concept, le nouvel ennemi ou le nouveau sauveur nutritionnel qui définira notre rapport à l'alimentation dans 10 ans. Le microbiome? L'alimentation personnalisée par l'IA? L'empreinte carbone de nos aliments? L'avenir nous le dira.